ma rencontre avec Hélène. Quand Philippe m'a présenté à ses parents en 1978, j'ai tout de suite compris que j'étais en présence de gens exceptionnels possédant une vision empreinte d'une grande humanité. Ce sentiment ne s'est jamais démenti par la suite et j'ai appris à mieux connaître Hélène et à l'apprécier davantage au fil des ans. Elle m'a enseigné beaucoup de choses de par son exemple et la façon dont elle menait sa vie. La générosité, le partage, la complicité, la communication non verbale, l'attention envers les autres, le sens de la famille, l'amour de sa culture, la tolérance et le pardon n'en sont que quelques-unes. Mais ce que je retiens le plus d'Hélène, c'est le sens profond du mot adoption. En 1981, quand j'ai perdu ma mère, elle m'a accueilli chez elle comme son fils et c'est à partir de ce moment que je l'ai tout naturellement appelée Nako, maman. Le temps m'a démontré que ce n'était pas seulement une chimère du moment, mais une affiliation sincère et sans condition qu'elle a entretenue avec moi jusqu'à son départ. J'avais pour mère adoptive la personne la plus dévouée et la plus généreuse qu'il m'ait été donné de connaître de mon existence. Sa foi était si ardente qu'on ne pouvait s'en soustraire et se priver de ses bontés. J'ai vu cette femme travailler corps et âme pour prendre soin de son homme, de ses enfants et petits-enfants et trouver du temps pour prier pour les siens et offrir ses soins à quiconque en avait besoin. Il n'y avait pas de limite à son engagement et c'est pourquoi je tiens à lui rendre hommage par ces quelques images et propos que j'ai recueillis auprès d'elle lors de nos échanges en forêt et dans la communauté. S'ajoutent à cela quelques témoignages de ses proches. Hélène se raconte. Vers l'âge de 6 ans, j'accompagnais fréquemment ma grand-mère qui se rendait prier en haut de la montagne. Il y avait là une roche où elle avait coutume de s'asseoir et c'est là qu'elle priait. Je l'accompagnais donc dans sa prière. Elle priait pour les trappeurs qui chassaient à l'intérieur des terres et pour les familles qui étaient restées au large. Je n'oublierai jamais la roche de ma grand-mère qui priait pour tous les siens. Aujourd'hui encore, dès que j'entre à la rivière Kukuatchenkapi, je ressens très vivement le souvenir de ma grand-mère qui priait sur sa roche, en haut de la montagne. Tout ce que je sais faire maintenant, je le tiens de ma mère qui me l'a appris. J'étais grande comme ma fille Suzy que je cuisinais déjà. Et je boulangeais aussi. Pendant que ma mère allait bûcher du bois ou chercher des branches de sapin pour tapisser la tente, moi je faisais le pain. À cette époque, les enfants travaillaient beaucoup et c'est ainsi qu'ils faisaient leur apprentissage. De mon côté, je n'arrêtais jamais d'apprendre et je m'initiais à toutes sortes de choses. Dès que ma grand-mère arrivait, je m'empressais de lui venir en aide. Je boulangeais et je faisais la cuisine pour elle en échange de quoi elle me donnait à manger. Hélène et son rapport avec Mère Nature. La première fois que je suis allée à cette île, je n'ai pas aimé ça du tout. Nous étions plusieurs jeunes gens dont Anne, la défunte Lisa, Cécile, Charlotte, William Pierre, Joséphie, Louis et le jeune Alexandre. Nous devions passer l'hiver là-bas pour aller à l'école et il n'était pas question de retourner à la Romaine. Nous ne connaissions personne et n'avions aucune amie parmi les filles de cette île. Nous formions donc un petit groupe fermé et nous nous tenions toujours ensemble pour aller à l'école. Nous avons dû nous débarrasser de nos vêtements habituels, mais moi, je gardais le foulard sur la tête. Nous étions mal à l'aise dans ces nouveaux vêtements et j'étais terriblement mélancolique. Oui, nous étions bien habillés, mais tellement différentes. Et c'était la première fois que nous portions des souliers. Nous sommes donc restés là-bas une année complète et, dès notre retour en juin 1951, nous nous sommes empressés de remettre nos vêtements coutumiers. La forêt nous fournit tous les remèdes dont nous avons besoin. Les arbres, les racines, les plantes et plusieurs parties du corps des animaux sont propices à guérir et nous les utilisions comme remèdes. Ma mère connaissait toutes les plantes médicinales de la forêt, mais c'est ma grand-mère et Marie-Angèle qui m'ont le plus appris pour le soin des malades. J'ai toujours répondu aux appels de ceux qui désiraient mes soins. À n'importe quel moment, le soir, en pleine nuit ou même le dimanche, j'apportais mes soins et, à l'occasion, j'ajoutais le soulagement de la saignée où je leur donnais un lavement et les frictionnais pour les faire transpirer. Et quand ils étaient guéris, j'éprouvais une profonde satisfaction intérieure. Hélène rencontre William, une histoire d'amour et la naissance d'une famille. Tu vas te marier, m'a dit mon père. Tu as déjà 17 ans, je ne peux plus te garder. J'ai mis quelques instants à accepter l'idée de me marier, car je me demandais où j'allais habiter. Me rendant bien compte que nous étions trop nombreux, j'ai fini par accepter. On m'a dit d'épouser William. Il n'est pas paresseux, marie-le, m'a dit mon frère Anton. De fait, William était vaillant et débrouillard, c'est pour cela que j'ai accepté.
Alors, je suis partie signer les formulaires. Mon père m'accompagna et Marie Saintonge servit d'interprète. Nous nous sommes donc mariés le 31 juillet 1952. Les gens ont dansé, mais moi, je me sentais bien gênée avec lui pendant ce mariage. Le dimanche suivant notre mariage, William m'a montré le livre de prière et, chaque soir, étendu dans la tente, il m'enseignait et nous faisions la prière. À cette époque, je ne me faisais pas servir par les autres. Tout mon travail de femme, je l'exécutais moi-même. Je confectionnais des mocassins et j'en cousais pour William. Et lui, de son côté, savait tout faire. Il ne dépendait pas des autres. Il savait mettre le castor sur le fût pour l'étendre et de même pour le loup marin. William m'aidait quand je grattais la peau de loup marin pour la débarrasser de son poil. Nous avions déjà nos propres affaires et notre peau de loup marin. Je ne refusais aucun travail qui m'était demandé. J'aidais toujours ma mère à faire ses mocassins et c'est moi qui cousais ceux de mon père et de mon grand-père. William partait souvent en canot. À chacun de ses départs, j'avais déjà très hâte à son retour. Lui aussi m'estimait beaucoup et nous partagions ensemble le travail. Parfois, j'accompagnais William à la pêche. Je remplissais aussi mes journées en allant cueillir des branches de sapin pour renouveler le sol de notre tente. C'est au moment de partir à l'intérieur des terres que l'on commença vraiment à s'aimer. William a chargé les bagages dans le canot et nous sommes partis. Arrivés au portage, nous portions nos bagages sur le dos. Après, nous faisions du thé puis nous repartions en canot. Nous dressions parfois notre tente à la tombée de la nuit. Puis, c'était le temps de faire du pain. Je cuisais la bannique dans le sable et j'en faisais suffisamment pour toute une journée d'avance. Mais une fois rendu à l'autre campement, je recommençais à faire du pain. Parfois, j'enveloppais ma pâte dans de l'écorce de bouleau que je cuisais ensuite dans le sable chaud, selon notre recette habituelle. C'était délicieux. Puis, nous finissions par arriver à l'intérieur des terres. C'était très loin. Lorsque William partait plusieurs jours, je passais alors la nuit chez ma mère, mais je ne négligeais pas d'entretenir le poêle de notre tente afin qu'elle reste bien chaude. Toutes mes pensées suivaient William dans ses déplacements et j'avais hâte à son retour. Qu'il revienne sans tarder, me disais-je et, à son retour, j'étais vraiment très heureuse. Malgré ma joie de le retrouver, je ne l'accompagnais pas le lendemain quand il allait visiter ses pièges. Je m'occupais tout simplement de mes travaux à l'intérieur de la tente. Parfois, j'allais chasser la perdrix. Je me promenais par-ci, par-là et j'en profitais pour tendre des collets à lièvre ou visiter les collets de mon père. Mais je ne m'éloignais pas beaucoup du campement. L'automne passé, nous sommes revenus vers le large en tirant nos toboggans chargés de bagages. Moi, je tirais mon toboggan chargé de mes effets et de ma machine à coudre. William, lui, traînait son canot et la farine. Nous nous aimions déjà beaucoup, William et moi. Il n'y avait pas le moindre désaccord entre nous. Pendant tout le trajet du retour, c'est souvent lui qui marchait en avant, mais il ne me quittait jamais des yeux. Quand on s'arrêtait pour faire du thé, on se faisait griller de la viande de caribou sur le feu. À d'autres moments, c'était de la viande réduite en poudre que nous mangions avec de la bannique. Hélène raconte la maternité nomade. Au début de juin, nous nous sommes mis en route pour la Romaine en prenant la précaution d'emporter avec nous une provision de branches de sapin et les piquets de notre tente. Nous sommes partis en chaloupe à moteur, en longeant tranquillement la côte. Nous nous sommes installés chez ma mère et le 18 du mois naissait Adeline, 18 juin 1953. Elle était si petite et tellement aimée. Elle a eu le temps de grandir un peu puis nous sommes repartis pour remonter les rivières. C'est au lac Nénicuscast qu'Agnès a vu le jour. C'était le jour de l'an 1955, le 31 décembre, passé minuit. J'étais chez ma mère et c'est dans sa tente que j'ai accouché. J'ai nourri Agnès au sein durant 1 an. Ensuite, j'ai commencé à donner à Agnès des tétines achetées au magasin. J'emmenais alors une bonne quantité de tétines et de biberons pour passer l'hiver en forêt. Maintenant que mes enfants et petits-enfants sont déjà grands, je viens tout juste de reprendre les séjours en forêt pour y passer l'automne. À une certaine époque, je suis devenue très craintive que mes enfants tombent malades dans le bois. L'absence d'infirmière en forêt a créé en moi un sentiment d'insécurité et je préférais attendre qu'ils grandissent. Les maladies dont ils ont souffert sont dues au changement de régime alimentaire et au lait de vache.
En forêt, je ne pouvais pas garder les nouvelles habitudes prises au large et j'ai perdu confiance en moi et en mes capacités. Je m'imaginais que je ne pouvais plus les soigner convenablement. William se déclare à Hélène. Tu devrais trouver femme, me dit ma grand-mère, elle prendrait soin de ton linge. J'avais alors 20 ans et les filles n'étaient pas du tout dans mes préoccupations. Je n'avais d'intérêt que pour la chasse. On ne m'avait jamais mis au courant de l'anatomie féminine. Aucune initiation sexuelle ne faisait partie de mon apprentissage. Je n'avais jamais vu un caribou accoupler sa femelle. Comment aurions-nous pu être renseignés? On nous cachait tout. La femme enceinte était sujette à bout. Lorsqu'elle donnait naissance à un enfant, on nous disait que le bébé avait été trouvé dans les souches. J'avais vu Hélène alors que nous sortions du bois pour nous rendre au bord de la mer. Je lui ai parlé et elle m'a répondu, mais il n'y avait rien d'amoureux dans ce premier contact. Alors, je me suis décidée et j'ai choisi Anton, le frère d'Hélène, comme entremetteur. Un soir où Anton s'en allait vers la rivière, je l'ai accompagné pour cueillir des branches de sapin. Dès notre retour, il alla immédiatement transmettre ma demande à ses parents. Le lendemain, je me mariais, 31 juillet 1952, je quittais ma grand-mère et j'entrais chez Pélage, la mère de ma femme. Hénan, je remercie le bon Dieu, ainsi que la Vierge Marie, d'avoir permis que tu sois à mes côtés pendant toutes ces années. Hénan, malgré la peine que j'ai, je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Avec toi, je n'ai jamais manqué de rien. Tu pouvais tout faire pour moi et rien ne te faisait peur. Nous avons fondé ensemble une famille unie et tu as manifesté beaucoup d'amour pour tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Tu as toujours été là pour aider les autres et, quand une personne était malade dans la communauté, tu étais disponible pour la soigner. Après 57 ans de vie commune, voilà que nos routes se séparent. Ma seule consolation sera que nous nous rejoindrons tous les jours par la prière. Une prière pour notre mère. Nako, nous te remercions du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Comme si nous étions tous tes enfants uniques, tu nous as toujours traités avec amour, affection et tendresse. Toi, notre mère, tu étais notre amie et tu nous as enseigné qu'il était primordial d'aider et de servir les autres. En commençant par les enfants. Même après une longue journée de travail, tu t'assurais toujours que tes enfants et petits-enfants ne manquent de rien et qu'ils soient en sécurité. Cette même attitude, tu l'avais avec les aînés. Tu t'occupais d'eux avec attention lorsqu'ils avaient besoin de soins. En agissant ainsi, tu nous as donné l'exemple d'empathie et sur tant d'autres choses encore. Tu nous répétais sans cesse de respecter les autres, peu importe qui ils étaient. Ainsi, tu allais jusqu'à te rendre au chevet des gens qui parlaient en mal de notre famille pour les soigner quand ils étaient malades. Et quand nous nous disputions, tu nous demandais de pardonner et de nous réconcilier. Nous te sommes tellement reconnaissants pour tous les bons moments que tu nous as fait vivre en forêt. Ce sont des souvenirs impérissables que nous garderons précieusement dans notre mémoire. Tu rayonnais sur tous ceux et celles qui t'entouraient. Étant généreuse, tu partageais toujours avec joie ton savoir-faire et tes connaissances innombrables. Ton ouverture d'esprit faisait en sorte qu'il n'y avait pas de barrière entre toi et les autres, peu importe qui ils étaient et d'où ils venaient. Tu étais également une servante douce et bienveillante au service de Dieu. Quand tu as commencé à être malade, on te soignait et on t'encourageait du mieux que l'on pouvait. Mais on se rend compte aujourd'hui que tu as enduré la maladie pour rester plus longuement parmi nous. Si tu étais inquiète pour notre Père avant de mourir, tu peux avoir l'esprit en paix et rejoindre tes proches, car nous veillerons sur lui. Ensemble, nous marcherons sur le sentier que tu nous as tracé. Ne crains rien également pour tes frères et ta sœur, on sera toujours là pour eux. Même après la mort, tu continues à avoir une grande influence sur nous et tu parviens à nous réconcilier à nouveau. Nous n'avons pas de mots pour te remercier assez. Nous ne voudrions jamais oublier tout ce que tu as fait pour nous. Nako, nous voulons t'adresser une dernière prière et te demander de veiller sur nous et sur nos enfants. Ces petits-enfants et arrière-petits-enfants ont quelque chose à dire à leur grand-maman. Nous voudrions d'abord te dire comment nous te sommes reconnaissants d'avoir mis au monde nos mamans. Sans toi, nous ne serions pas là aujourd'hui, nous, tes petits-enfants ainsi que tes arrière-petits-enfants. Tu étais pour nous une véritable mère et c'est pour ça que l'on t'appelait toujours Nako. Tu nous as donné un bon exemple de ce qu'est le sens de la famille et nous étions très fiers d'être tes petits-enfants. Tu nous as tant appris des choses importantes de la vie comme l'honnêteté,
le partage, l'attention envers son prochain et le respect des autres de plus, tu semais la joie partout autour de toi. Quand on te rendait service, tu nous remerciais en nous offrant quelque chose à manger. Quand on t'emmenait du gibier, tu étais fier de nous et ton attitude reconnaissante nous faisait vraiment plaisir, car on sentait qu'on était important pour toi. Quand on avait besoin de toi, tu étais toujours là pour nous autres et tu nous soignais lorsqu'on était malade. Jamais on ne t'oubliera après tout ce que tu as accompli dans ta vie. Le chemin que tu as su construire devant nous ne se terminera jamais. Grâce à toi, nous savons maintenant qu'il faut respecter les autres, les écouter et les aider à prendre soin d'eux. 1000 fois merci pour toutes ces choses que tu nous as transmises. Nako, on voudrait te demander une dernière chose, c'est de continuer à nous protéger. De notre côté, on te promet de veiller l'un sur l'autre, comme tu nous l'as appris. Tu seras toujours dans notre cœur et nous t'aimons.